Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur le Boucher. Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème de changement de variable. C'est un théorème qui est compliqué à comprendre, qui est compliqué à retenir, et sa démonstration, du coup, est parmi les plus compliquées que l'on aura. Elle est importante puisqu'elle va nous permettre de revoir les propriétés des fonctions composées, notamment la dérivée d'une fonction composée qu'on oublie assez souvent. Et au final, si vous comprenez l'idée qui est derrière, peut-être vous diriez-vous à la fin que ce n'était pas si difficile que ça. Alors le théorème de changement de variable fait très peur souvent pour l'appliquer et d'autant plus pour le comprendre et l'apprendre par cœur puisqu'il contient énormément d'informations. Mais vous allez voir qu'en fait sa démonstration s'appuie sur un concept très simple qui reste le même. Quand on a une fonction, on cherche des primitives pour calculer l'intégrale de cette fonction. Alors on va faire ce théorème sur un point particulier, c'est-à-dire qu'on va considérer f une fonction continue sur alpha bêta mais fermée en un des côtés. Ça ne changera pas grand chose si vous voulez faire la démonstration pour alpha bêta ouvert des deux côtés, puisqu'il suffira de, avec la relation de Chasles, de couper votre intégrale en deux, étudier deux intégrales et recoller les morceaux à la fin. C'est juste plus long et plus technique pour rien en fait. Donc on prend une fonction continue sur alpha bêta ouvert en bêta et on considère une fonction phi de AB. Alors cette fois-ci, phi, ça va être une fonction qui va aller de AB fermé en A sur R tel que, là encore c'est un cas particulier, mais on va voir que ce n'est pas grave. Donc phi de AB sur R, phi strictement monotone, ça va pas bouger, et la limite de phi de t quand t tend vers A, eh bien c'est alpha, ça va un petit peu être modifié, en fait on va juste pouvoir noter phi de A, c'est alpha. Voilà, pour simplifier les choses. Donc, on dit que les intégrales de alpha bêta de f de x dx et l'intégrale de AB de f de phi de t, phi prime de t dt sont de même nature. On voit que si on a une intégrale, l'intégrale de droite de A à B, et qu'on arrive à la transformer en l'intégrale de gauche, eh bien on simplifie beaucoup les calculs d'habitude. Donc, on va partir du fait que f est une fonction continue sur alpha bêta. On sait donc que f admet une primitive, à une primitive qu'on va appeler traditionnellement grand F, définie sur alpha bêta. Donc on va pouvoir calculer pour tout x appartenant à alpha bêta l'intégrale de alpha à bêta de à x, on va prendre, de f de t dt va être égal à f de x moins f de alpha. Et notamment, quand x va tendre vers bêta, on sait que l'intégrale de alpha à x de f de t dt est convergente. F de alpha, c'est convergent, c'est un nombre. Donc, grand F en x, quand x tend vers bêta, admet bien une limite. Et on a l'intégrale de alpha à bêta de f de t dt qui va être égale tout simplement à la limite quand x tend vers bêta de f de x moins f de alpha. Attention à ne pas noter f de bêta qui n'existe pas puisque grand F est défini sur alpha bêta ouvert en bêta. On a ensuite l'autre partie avec f de phi de t, phi prime de t. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ceci? Eh bien en fait, si grand F est une primitive de petit f, on peut montrer que f de phi, f rond phi,
est une primitive de phi' fois f rond phi, car, tout d'abord, f rond phi, c'est une fonction qui va aller de R, puisque phi va de R dans R, est une fonction dérivable. Alors pourquoi? Parce que phi c'est une fonction de classe C1, donc dérivable, et f c'est une fonction de classe C1 puisque c'est la primitive d'une fonction continue. Donc composée de fonctions de classe C1, c'est une fonction C1 et dérivable. On peut se demander si la composition est permise, parce que phi c'est une fonction qui va de R dans un ensemble, et f c'est une fonction qui va... Alors je ne vais même pas aller de R dans un ensemble puisque j'ai besoin d'aller de AB dans un ensemble, et f qui va de alpha bêta, pareil, dans R. Or, la question, c'est est-ce que phi de l'ensemble AB, c'est bien alpha bêta? Donc, il faut vérifier ceci. Phi est strictement monotone. Phi doit être monotone parce que si vous aviez une fonction un petit peu particulière, que vous prenez A, vous savez que ça vaut alpha, et en B, voilà, on vaut bêta. Eh bien, si vous preniez phi entre A et B, ça dépasserait alpha bêta. Et donc, f rond phi, la composée ne marcherait pas. Or là, le fait qu'elle soit strictement monotone, vous partez de A qui vaut alpha, vous allez jusqu'à B qui vaut bêta, vous êtes certain, le théorème de la bijection, que vous avez une unique possibilité. Donc voilà, ça permet, le fait de supposer que phi est strictement monotone, d'utiliser le théorème de la bijection pour dire qu'on peut bien composer ici f et phi. Ça permet aussi, quand on fait le changement de variable de manière pratique, pragmatique, le fait que phi soit strictement monotone, c'est qu'elle est forcément bijective et donc on peut l'inverser pour trouver certains changements de variable. Donc là, on va bien de AB dans alpha, bêta, grâce à la stricte monotonie. Donc f rond phi, c'est une fonction dérivable, c'est une fonction qui est bien définie, et en plus, f rond phi prime, par définition de la dérivée, c'est phi prime fois f prime de phi. Donc, définition de la composée d'une dérivée à connaître par cœur. Et ça, eh bien, c'est phi prime fois la dérivée de grand F, eh bien, c'est petit f, pris en phi. Donc, f de phi, f rond phi, est bien une primitive de phi prime de petit f rond phi. Alors, pourquoi on a fait tout ça? Eh bien, tout simplement parce que on va prendre y appartenant à AB cette fois-ci. L'intégrale de a à y de f de phi de t, phi prime de t, dt, c'est égal à la primitive, donc f rond phi de t, crochet entre a et y, c'est-à-dire f de phi de y moins f de phi de a. Mais phi de a par hypothèse, c'est alpha. Donc, l'intégrale de a à b de f de phi de t, phi prime de t, dt, est égale à la limite, quand y tend vers b, de f de phi de y moins f de alpha. Mais on a une propriété de la composée de limite. La limite, quand y tend vers b, de f de phi de y,
c'est aussi la limite. Quand on obtient donc ce que vaut phi de y, donc la limite de, on va l'appeler x. Quand y tend vers b, phi de y, c'est dans la définition, dans la propriété phi de y tend vers bêta. Donc x va tendre vers bêta df de x moins f de alpha. Et ça, on remarque que c'était la même formule que l'intégrale de alpha à bêta de f de t dt. Donc, de conclusion, si la limite de grand f de x quand x tend vers bêta donne plus ou moins l'infini, l'intégrale de alpha à bêta n'est pas convergente et l'intégrale de a à b de f de phi de t phi prime de t dt n'est pas non plus convergente. Si cette limite est finie, alors les deux intégrales sont convergentes. Donc les deux intégrales ont la même nature, et dans le cas où ils sont convergentes, elles sont égales. Ceci conclut donc la démonstration du théorème. Alpha et bêta de f de t dt et l'intégrale de a à b de f de phi de t phi prime de t dt sont de même nature et égales lorsqu'elles sont convergentes. Donc cette démonstration utilise finalement uniquement la propriété de dériver d'une fonction composée. En fait, elle se base sur ce principe, tout comme l'intégration par partie se basait sur le principe du produit dérivé de deux fonctions. uv', c'est u'v plus uv'. Et donc, on a tiré une formule qui s'appelle l'intégration par partie pour faire les calculs. Ici, on utilise le changement de variable, ça utilise la formule de la dérivée d'une fonction composée. Et on a évidemment dû faire attention aux limites des fonctions, puisqu'ici on est dans des intégrales généralisées et pas juste une intégrale sur un segment. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, puisque c'est une démonstration qui est quand même difficile, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur le forum de la classe.